Bonsoir tout le monde, nous sommes ravis avec Anne-Sophie de vous accueillir ce soir pour ce live WICID. Et donc en fait l'idée c'est de passer un moment ensemble, de vous présenter d'abord dans un premier temps la société et ensuite d'avoir un moment d'échange et de pouvoir répondre à vos questions. Donc je suis Sophie Chapuis, je suis cofondatrice de la société et je dirige la structure depuis sa création. Bonsoir, moi je suis Anne-Sophie Labetta et je suis responsable marketing et relations professionnelles. Donc on va démarrer tout de suite la présentation de la société. Voilà, donc on va continuer déjà sur l'équipe fondatrice et le système de gouvernance. Donc comme vous pouvez le voir, il y a 3 personnes, on est 3 cofondateurs dans la société. Shaker Nevzaoui, qui est donc membre du conseil scientifique, mais qui est surtout au départ à l'initiative de ce projet, qui est docteur en chirurgie ophtalmo et qui est basé à Toulon. Il est spécialiste en greffe de cornée. Il a été rejoint en fait dès 2015 par quelqu'un qui s'appelle Philippe Josse, qui est aujourd'hui docteur en imagerie médicale et qui est responsable technique de la société. Et donc moi-même, je les ai rejoints, je les ai connus mi-2016 et j'ai apporté ma compétence en direction d'entreprise notamment. Quand je suis arrivée donc en 2016, le projet était vraiment encore à l'état de projet, pardon, je dirais la société n'était pas créée. On a tout de suite mis en place autour de Shaker un conseil scientifique. Donc aujourd'hui, il y a 4 membres dans ce conseil scientifique. Ce sont tous des ophtalmologistes avec des spécialités différentes. Et en fait, vous verrez que c'est très important pour nous puisque cette structure est vraiment basée sur l'expertise des ophtalmos. Alors, malheureusement, Anne-Sophie voulait vous présenter un petit film pour des raisons techniques, on ne pourra pas le montrer. Mais par contre, certains d'entre vous l'ont certainement vu et vous pouvez aller le voir sur la plateforme WICID ainsi que sur notre site internet. Il a l'avantage de vous retracer en fait en 2015 l'idée de Shaker Nevzaoui. Par contre, je vais passer sur la diapositive suivante et tout de suite vous parler effectivement des conclusions de ce film. Alors, aujourd'hui, il y a 4000 diabétiques en France. La rétinopathie diabétique, c'est une maladie donc, qui est retrouvée chez des personnes diabétiques et c'est la première cause de cécité. Cécité, ça veut dire que ça rend aveugle en fait, chez les moins de 65 ans dans les pays développés. Le dépistage actuel est insuffisant. Il y a seulement 50% en fait des patients diabétiques qui peuvent bénéficier de ce dépistage. Donc c'est vraiment préoccupant, ennuyeux, surtout qu'effectivement les diabétiques augmentent. Aujourd'hui, il y en a 4 millions, je disais, en 2030, ils seront plus de 6 millions. Et il y a de moins en moins d'ophtalmos. Donc c'est vraiment quelque chose il y a quelque chose à faire à ce niveau-là. Et d'autre part, il y avait une réelle opportunité dans le sens où le dépistage de la rétinopathie diabétique en télémédecine est en fait le premier acte qui a été pris en charge par la sécurité sociale. Alors notre mission, vous l'avez compris, c'est d'améliorer le dépistage de la rétinopathie diabétique et notre ambition, c'est en fait de devenir la plateforme de télémédecine en ophtalmologie, en ophtalmologie. Alors juste un petit rappel peut-être, la télémédecine, c'est une forme de pratique médicale à distance qui est basée sur l'utilisation des technologies de l'information et de la communication. Et ce qui est important de retenir, c'est que c'est un cadre légal récent. Donc, tout est en train de se mettre en place. Le principe, c'est donc un parcours de soins qui est accéléré pour le patient. Le patient, aujourd'hui, s'il veut se faire dépister pour la rétinopathie diabétique, il faut qu'il soit informé et qu'il aille prendre un rendez-vous chez un ophtalmo avec des délais d'attente qui sont relativement longs, qui peuvent aller de 4-5 mois dans certaines villes jusqu'à 18 mois dans certaines villes ou certaines parties de la France. Là, aujourd'hui, le patient diabétique, il va aller chez son médecin généraliste qui va lui faire une ordonnance. Avec cette ordonnance, il va se rendre chez un orthoptiste. L'orthoptiste va lui faire ce qu'on appelle un fond d'œil. En gros, c'est une photo du fond de l'œil. Et ces photos sont téléchargées sur notre plateforme avec toutes les données qui sont relatives aux patients diabétiques. Et donc, un ophtalmologiste à distance va se connecter, va poser le diagnostic. Dans les 7 jours qui suivent en fait le rendez-vous du patient chez son orthoptiste, le patient diabétique et son médecin généraliste vont recevoir le compte-rendu. Ce qui est intéressant aussi de noter, c'est qu'aujourd'hui, effectivement, l'ophtalmologiste traitant, si le patient diabétique en a un, va pouvoir également recevoir le compte-rendu. Par exemple, un patient qui fait quelques années dans une ville comme Lyon et qui en fait réside à Paris, il a un ophtalmo à Paris, l'ophtalmo parisien va pouvoir recevoir le compte-rendu. On a voulu accompagner le patient jusqu'au bout du système et donc en fait ce qu'on a mis en place c'est des centres, ce qu'on appelle des centres d'urgence dans notre jargon. En gros, si le patient
être dépisté avec un risque de rétinopathie diabétique, ou avec autre chose, c'est-à-dire qu'on peut suspecter un glaucome, qu'on peut peut-être suspecter une tumeur ou un névus ou quelque chose comme ça. À ce moment-là, si vous voulez, sur le compte-rendu du patient, on va automatiquement lui indiquer les centres d'ophtalmo qui vont pouvoir le prendre en urgence, c'est-à-dire selon les recommandations des hautes autorités de santé. Toute notre plateforme est basée sur les recommandations des hautes autorités de santé. Donc, le patient, il est dans le 69, par exemple, il va recevoir l'ensemble des centres publics, des hôpitaux qui ont des ophtalmos en service d'urgence, et également des centres de vision privés avec lesquels on a discuté et qui sont prêts à recevoir les patients qui sont dépistés par e-ophtalmo dans les délais impartis. Donc, c'est un véritable accompagnement du patient jusqu'au bout. Alors, effectivement, e-ophtalmo, c'est une plateforme de télémédecine en ophtalmologie. Et donc, vous l'avez compris, ça permet un échange de données, en fait, entre nos utilisateurs, ce qu'on appelle nos utilisateurs, c'est-à-dire les orthoptistes qui réalisent l'examen et les ophtalmos qui vont poser le diagnostic. Bien entendu, c'est une plateforme d'échange de données qui comporte des données patients, donc qui est complètement sécurisée. On est hébergé chez un hébergeur de données de santé. Donc, c'est des hébergeurs qui sont soumis à certaines réglementations. Mais e-ophtalmo, ce n'est pas seulement ça. C'est trois choses. Et ça, c'est très important de le retenir par rapport à d'autres types de plateformes. C'est effectivement cette plateforme d'échange de données. C'est également un cadre réglementaire et juridique. Vous vous rappelez que dans une des premières diapositives, je vous ai dit que la télémédecine était effectivement une matière en pleine évolution, en plein développement, et que le cadre réglementaire était en train de se mettre en place. Donc, on l'a étudié au démarrage de la société, mais c'est en travail constant avec à la fois un cabinet juridique et une personne du réglementaire qui travaille également à notre côté. Et le troisième point qui est important, c'est le développement du réseau. C'est-à-dire quand un orthoptiste contracte avec e-ophtalmo, il va avoir accès aux ophtalmologistes, contact avec e-ophtalmo, oui, pardon, il va avoir accès aux ophtalmologistes lecteurs. Il faut que les patients arrivent chez lui. Donc ça, c'est le rôle d'e-ophtalmo et c'est notamment ce que pilote Anne-Sophie, c'est-à-dire le fait d'avertir tous les prescripteurs, les médecins généralistes, mais également les prescripteurs indirects, pour que les gens soient informés, les patients soient informés qu'effectivement, il y a des orthoptistes près de chez eux qui peuvent recevoir un rendez-vous d'une façon peut-être plus rapide qu'un ophtalmo. Alors, en termes de concurrence, là-dessus, je vais passer relativement rapidement. Ce qu'il faut voir, c'est qu'en France, aujourd'hui, c'est surtout des associations. Donc, avec les limites de certaines associations, il y en a qui fonctionnent très bien. L'idée pour nous, ce n'est pas de refaire ce qu'ont fait les associations, bien entendu, mais de se rapprocher de celles-là. Dans certaines régions, c'est déjà le cas, pour voir comment on peut compléter ces structures et surtout accélérer le dépistage des patients dans ces régions. La société, je dirais, qui se rapproche le plus en termes de métier, c'est Diagnos. C'est une société qui est au Canada. Où il faut faire attention, c'est qu'effectivement, Diagnos utilise le dépistage automatique, c'est-à-dire l'intelligence artificielle pour poser les diagnostics. En France, si on mettait ce genre d'outils au service de la structure, ça ne pourrait pas être pris en charge par la sécurité sociale. Voilà. Donc, par contre, bien entendu, l'intelligence artificielle est au cœur de nos réflexions, en tout cas, et de nos avancées. Et on travaille aujourd'hui avec des sociétés qui font ça, mais pas dans une première intention. L'ophtalmo reste en France maître du dépistage dans un premier temps. En termes de modèle économique, alors en fait dans les 2 premières années, on a un point que je n'ai pas marqué là parce que c'est vraiment que temporaire, on a une rétrocession sur les ventes de rétinographes. Alors les rétinographes, ce sont les machines que vous pourriez voir dans le film si vous l'avez vu, vous pouvez voir dans le film si vous l'avez vu, ce sont ces sortes de microscopes qui permettent de prendre des photos du fond d'œil. On a mis en place en fait au démarrage de la société, ce qui est très très important, je vous dis qu'on travaille avec des ophtalmos, il faut absolument que la qualité des images soit irréprochable et que les ophtalmos puissent poser leur diagnostic sans aucune ambiguïté, ou en tout cas absolument voilà, de maximiser les chances qu'ils puissent poser un diagnostic cohérent. Et du coup, il fallait que la qualité des images soit à la hauteur de leurs attentes. Donc, on a travaillé avec eux, on a repéré effectivement des fournisseurs de rétinographes, on a noué un partenariat avec un fournisseur de rétinographes et on a du coup proposé une offre aux orthoptistes, une offre financière en fait en leasing pour l'achat du rétinographe. Voilà, donc en contrepartie de cette ouverture de marché pour effectivement ce fournisseur de rétinographes, il nous cède une rétrocession d'honoraires pendant les 2 premières années.
Bien entendu, les orthoptistes sont complètement libres d'acheter le rétinographe chez ce partenaire ou ailleurs. Aujourd'hui, la moitié de nos orthoptistes ont acheté des rétinographes ailleurs, en seconde main ou chez d'autres fournisseurs. Ce qu'il faut, c'est que ce soit des machines de qualité. Le deuxième point, c'est surtout c'est un abonnement à la plateforme. Donc l'abonnement à la plateforme, c'est pour les orthoptistes. Ça permet effectivement de nous garantir, entre guillemets, qu'une fois que l'orthoptiste va signer avec iOphthalmo, on va déployer le réseau, ce qui nous demande quand même énormément de temps et de moyens. Et du coup, il faut que l'orthoptiste s'implique un petit peu dans la durée, au moins. Pour l'orthoptiste, donc effectivement, c'est un coût mensuel. Et surtout, la plupart du chiffre d'affaires de la société va être fait d'une manière gagnante-gagnante, c'est-à-dire orthoptiste et ophtalmo, une facturation à l'acte. Je suis orthoptiste, j'ai fait 12 actes à la fin du mois, je facture à la sécurité sociale, puisque je vous rappelle que cet acte est intégralement remboursé par la sécurité sociale. À la fin du mois, je reçois une facture de 12 actes, 30% de ces 12 actes du tarif de la sécurité sociale de la part d'iOphthalmo. Donc, je reverse à iOphthalmo 30% de ces 12 actes. Voilà. Alors, en termes de réalisation, qu'est-ce qu'on a fait? Je vous ai dit, la société a été créée vraiment toute fin d'année 2016. On a étudié le marché, le cadre juridique et réglementaire. On a démarré en faisant un prototype, en fait, qui a été validé sur 100 patients et qui a permis à la fois de tester, en fait, de valider, je dirais, le cahier des charges de cette plateforme, mais également de valider l'intérêt des orthoptistes et des ophtalmos pour ce type d'outils. On a mis en place ce partenariat avec Topcon. On a récupéré des financements à hauteur de 600 000 € qui viennent essentiellement de 2 petites levées de fonds qui ont été faites, de prêts bancaires et de BPI. Et on a lancé au niveau régional fin 2017. Donc ça a été plutôt le lancement, je dirais, officiel de la plateforme fin octobre 2017. Et c'est surtout en janvier 2018 où on a vraiment réellement informé le réseau, c'est-à-dire tous les prescripteurs. Et donc, on commence à partir de février à voir les patients qui commencent par passer par ce système. Donc, finalement, depuis 2018, depuis le démarrage de cette information réseau, aujourd'hui, on a 10 orthoptistes qui sont donc installés. On a près de 4000 médecins, donc médecins généralistes et diabétologues qui sont informés. Et on a donc 51 patients 51 actes qui ont été réalisés par ce biais. Alors, sur les prochains développements, qu'est-ce qu'on va faire sur les 2 prochaines années? Tout d'abord, en ce qui concerne la rétinopathie diabétique, on va déployer la rétinopathie diabétique au niveau national. Notre objectif, c'est d'ouvrir une nouvelle région par trimestre. Alors là, c'est intéressant. On devait avoir ouvert 3 régions, on en a déjà ouvert 4. Et l'objectif, c'est d'avoir environ 40 orthoptistes utilisateurs à la fin de l'année 2018. Ensuite, en 2019, a priori, on va aller voir l'élargissement de l'offre vers les pays francophones voisins. Notre plateforme aujourd'hui est en français. On pourrait éventuellement aller en Suisse et dans le Benelux. Alors, je dis éventuellement parce qu'effectivement, il faut étudier ce cadre juridique et réglementaire. Donc, c'est un coût qu'on va certainement engager en 2019 en fonction de nos avancées. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'on veut se positionner sur des prochains développements qui sont renouvellement de lunettes, dépistage de la DMLA, c'est la dégénérescence maculaire liée à l'âge, et suivi du glaucome. Alors, ce qui est important de voir, c'est que nous, la télémédecine, la façon dont on la voit, c'est vraiment la télémédecine au service du patient. Dans les régions désertiques, je pense que la plupart des gens d'entre vous en entendent parler, mais c'est également ce qu'il faut penser à des populations assez actives qui ont du mal à prendre des rendez-vous chez un ophtalmo et puis qui, s'ils loupent le rendez-vous pour une raison X ou Y au bout de 6 mois, se reprennent 6 mois ou 12 mois ou 18 mois dans le délai. Ce qui est important, c'est qu'on veut garder la relation humaine. La relation humaine, elle est préservée grâce aux orthoptistes. Donc ça, c'est très important, notamment pour le patient. On peut entendre de temps en temps dire que la télémédecine et les avancées technologiques vont faire perdre cette relation humaine. Pas forcément. Et nous, on la préserve avec la relation avec l'orthoptiste. L'expertise des ophtalmologistes, vous l'avez compris, la mise en place du conseil scientifique, la plateforme au départ a été imaginée par un ophtalmo. L'expertise des ophtalmologistes est au cœur de notre offre de service. Et bien sûr, nous regardons, nous étudions à la fois les nouvelles technologies qui peuvent arriver dans ce secteur de l'ophtalmo, mais également nous sommes ouverts à tous les acteurs qui peuvent évoluer autour du patient diabétique, mais d'une manière générale dans le domaine de l'ophtalmo. Voilà, alors en termes de chiffres, j'irai assez rapidement là-dessus. J'ai mis des chiffres un peu clés. En 2022, l'idée, c'est effectivement, avec 8 personnes, d'arriver à 3 millions d'euros de chiffre d'affaires, une profitabilité de 20% et donc 18% de part de marché.
Alors, en termes de besoins financiers, aujourd'hui, la plateforme sur WeSeed, on cherche 300 000 €. On a atteint déjà un peu plus de la moitié, donc on est très confiant pour réaliser cette partie-là sur WeSeed. D'autre part, le projet est d'ores et déjà en fait en cours d'étude avec des business angels et certains bien positionnés. Ensuite, on a des prêts bancaires à hauteur de 150 000 € et BPI à hauteur de 120 000 €. Les prêts bancaires, c'est également, on a déjà un partenaire bancaire qui nous a donné son accord ferme et définitif, et BPI continue de nous suivre puisque, comme je vous l'avais mentionné, dans les 600 000 € récupérés au départ, on avait déjà un soutien de BPI sur une aide au développement. Alors, s'associer au projet iOphtalmo, qu'est-ce que c'est? C'est bien évidemment agir au service des enjeux de santé publique, puisque c'est valoriser la prise en charge des patients diabétiques, mais c'est également contribuer au dépistage ophtalmologique. C'est innover. Innover pourquoi? C'est soutenir la télémédecine, c'est participer au développement d'outils pour un accès aux soins pour tous. Et puis, c'est quand même rejoindre une équipe. Donc là, vous avez qu'une petite vision de notre équipe, mais aujourd'hui, on est 7-8 personnes à travailler, alors pas à temps complet, on est 4 équivalents temps complet, mais on est une équipe relativement dynamique, très à l'écoute et en recherche d'interaction productive. Donc, bien volontiers pour écouter des gens et avoir des interactions avec certains d'entre vous. Voilà, alors je termine sur cette dernière image qui représente l'ensemble des partenaires, que ce soit technologiques, financiers ou des labels qu'on a pu obtenir dans les 3 dernières années, c'est-à-dire pratiquement depuis le démarrage 2015 du projet, sur la première ligne, jusqu'au dernier prix, qui est le prix Elsan, qui est un groupe d'établissements de santé et qui a récompensé iOphtalmo il y a à peine quelques semaines à Monaco lors d'un congrès. Voilà, donc je vous remercie de votre attention et maintenant on va pouvoir répondre à vos questions. Donc vous avez un petit logo en bas de votre écran, c'est marqué Q&R, questions et réponses, donc n'hésitez surtout pas. Et d'ores et déjà, on va démarrer sur les premières questions qui ont dû arriver. Donc effectivement, on va prendre la première question qui est celle de Yann Tessier et qui nous demande: les ophtalmologistes en France sont extrêmement récalcitrants à la délégation d'actes à des professionnels de santé non médecins. Faites-vous également cette observation et comment en tenez-vous compte? Oui, alors effectivement, c'est une très bonne question, mais ce qu'il faut voir, c'est qu'on est moins concerné au niveau d'iOphtalmo. Des ophtalmos peuvent être plus récalcitrants au développement de la télémédecine. Ce qu'il faut voir, c'est que cette société a été créée, quand même imaginée et conçue par un chirurgien ophtalmo, qu'aujourd'hui, il y a vraiment un conseil scientifique qui est au cœur des prochains développements de la société, et donc qu'on travaille main dans la main avec les ophtalmos, et qu'en plus, ce sont les ophtalmos qui sont lecteurs. Donc, comme je vous disais, l'expertise est vraiment dans les mains des ophtalmologistes. On va prendre la question suivante. Est-ce que vous ne proposez vos services que pour des cas d'urgence ou aussi simplement pour une prescription de lunettes, par exemple, de la part de Gérald? Alors, les services, ce ne sont pas que pour des cas d'urgence. En fait, dans le cadre de la rétinopathie diabétique, c'est une obligation, en fait, normalement, qu'a le patient diabétique d'aller se faire dépister une fois par an. Donc, toutes les années, tous les ans, il doit se faire dépister. Il n'y a que 50% aujourd'hui des patients qui sont dépistés pour diverses raisons, mais notamment en raison des délais d'attente auprès des ophtalmologistes. Donc, iOphtalmo offre une nouvelle possibilité pour ces patients pour aller se faire dépister. Ensuite, sur le renouvellement de lunettes, quand ça sera en place, effectivement, c'est un petit peu différent. Aujourd'hui, c'est un acte qui n'est pas encore remboursé par la sécurité sociale, même si c'est quelque chose qui va être mis en place très rapidement. On va avoir des annonces dans peu de temps. Et effectivement, le renouvellement de lunettes, dans un cadre très précis, qui encore une fois est déterminé main dans la main avec les ophtalmologistes et sous leur contrôle surtout, vous allez pouvoir utiliser iOphtalmo pour avoir accès à votre renouvellement de lunettes. Alors la question suivante, pourquoi ne pas vous appuyer sur les pharmacies qui sont plus nombreuses que les orthoptistes sur le territoire pour réaliser le dépistage? Alors là, c'est moi qui vais vous répondre en tant que responsable relations professionnelles. Donc effectivement, les pharmacies sont au nombre de plus de 22 500 même sur les territoires en France. Néanmoins, ce sont des espaces qui sont considérés comme des espaces commerciaux et à ce titre, on ne peut pas réaliser de dépistage avec un rétinographe au sein des pharmacies à l'heure actuelle. Et puis, bon, néanmoins, on est évidemment en contact avec pas mal de pharmacies, voire d'organismes représentatifs de pharmacies, pour travailler avec elles sur notamment la mission de conseil qui leur est désormais assignée et qui pourrait à terme déboucher sur des partenariats ou en tout cas une solution qui permettrait d'intégrer également les pharmacies.
Donc, on a une question également de Pascal qui demande quelles sont les barrières à l'entrée pour un concurrent. Alors, en fait, en termes de barrières à l'entrée, effectivement, dans nos domaines d'activité, il n'y a pas de brevet, hein, il n'y a pas de protection intellectuelle. On a déposé les marques, etc. Mais il n'y a pas de brevet enfin, de brevet technologique, je dirais. En tout cas, ce qui est important de voir, c'est qu'on est comme beaucoup aujourd'hui de structures où ce sont les premiers entrants sur le marché. Donc, c'est pour ça que c'est important d'aller vite. Aujourd'hui, on est bien positionné, on est quand même avec une solidité en termes de qualité de service. On n'est pas, je vous disais, simplement une plateforme. On a mis en place on a fait des études, toutes les études réglementaires et juridiques. Donc ça, c'est beaucoup de temps, beaucoup d'argent. C'est 2 ans de travail en amont. Donc effectivement, c'est une barrière qu'il faut garder, une barrière de rapidité à l'entrée qu'il faut garder et un sérieux qui aujourd'hui commence effectivement à être reconnu. Donc ensuite, on a une question qui est la suivante. Comment se passe le recrutement médecin, ophtalmo, orthoptiste? Alors, le recrutement du médecin en tant que tel, il n'a pas vraiment lieu. Il s'agit plutôt d'une information que l'on mène par région dans la mesure où un orthoptiste est équipé dans cette région. L'objectif, c'est effectivement de faire en sorte que le maximum de médecins prescripteurs autour de l'orthoptiste soit en mesure d'adresser ses patients aux orthoptistes pour un dépistage. Donc, il s'agit d'une information, de campagne d'information. Concernant les orthoptistes, alors il y a un certain nombre de communications qu'on a pu mener. On est présent également sur des salons où finalement on est assez vite identifié. On se rend compte qu'on est assez connu au sein des orthoptistes et donc on gère au fur et à mesure des demandes d'orthoptistes l'avancée pour les équiper. Et concernant les ophtalmologues ou ophtalmologistes, il faut savoir qu'aujourd'hui, en fait, on a 2 ophtalmologistes lecteurs. C'est dû au fait qu'on a peu d'actes encore en cours puisque la société est en déploiement. Et donc, concernant les ophtalmos, il faut savoir qu'il faut qu'il y ait un minimum d'actes réalisés par eux-mêmes en télémédecine pour qu'ils puissent pratiquer la télémédecine. Donc, ce nombre d'ophtalmos, il va évoluer effectivement en fonction de l'augmentation du réseau. Mais il n'y a pas d'urgence pour nous à recruter, entre guillemets, rapidement de nouveaux ophtalmos. J'ajouterais presque, en fait, il y a également un point, c'est qu'effectivement, on a des ophtalmos qui nous ont demandé, donc qui sont en attente potentielle. Donc, pour nous, c'est bien parce qu'on a un pool un peu d'ophtalmos qui sont prêts à interpréter ces diagnostics. Et puis, d'autre part, effectivement, le temps en fait, de lecture est très très court puisqu'en moins de 3 minutes, l'ophtalmo va interpréter, envoyer la facturation et envoyer le compte-rendu. Donc, ce temps très court fait qu'effectivement, ça renforce le point d'Anne-Sophie sur le fait qu'on n'a pas besoin de beaucoup d'ophtalmo-lecteurs aujourd'hui. Alors, la question suivante, vous allez récolter des données. Que comptez-vous faire de cette data? Pensez-vous la monétiser? Non, alors en aucun cas on va monétiser les datas. Les datas déjà sont complètement anonymisées, c'est-à-dire que nous, en tant que dirigeants de société et non médecins, déjà, on n'a pas accès aux données. Les données peuvent éventuellement être, si besoin, en cas de problème spécifique pour un patient, il va falloir pouvoir avoir accès à un dossier patient sous le contrôle d'un médecin. Donc déjà, nous, on est juste des techniciens là-dessus et ce sont les médecins qui, effectivement, ont accès au dossier patient. Nous, on ne sait absolument rien de ce qui se passe, à part le nombre d'actes qui sont réalisés par des orthoptistes et des ophtalmos, de pouvoir suivre éventuellement les délais d'interprétation, des choses comme ça. Ces données, effectivement, je vous l'avais mentionné, sont hébergées chez un hébergeur de données de santé. Donc, c'est complètement sécurisé et c'est quelque chose qui effectivement est bien sécurisé de ce côté-là. Et donc, il n'y a aucune volonté de monétiser ces données. Et on espère bien que notre hébergeur, le choix de notre hébergeur fait qu'il n'y aura jamais de problème en ce sens-là. Donc, la question suivante, votre rentabilité de 60% semble élevée. Est-ce classique dans votre milieu? Oui, alors effectivement, ça peut sembler élevé. Ce qu'il faut voir, c'est qu'effectivement, les chiffres qui vous ont été présentés, c'est uniquement la rétinopathie diabétique. Il y a un énorme investissement au départ, en fait. Aujourd'hui, on a des charges externes très élevées. Alors, les charges externes en plus sont très élevées parce que pour l'instant, tout le monde est en consultant, il n'y a personne comme salarié. Les salariés vont donc, on va transformer nos postes en termes de salariés à la fin de l'année. Mais en tout cas, entre les postes et les charges externes, c'est un budget assez élevé au démarrage, notamment pour la communication. Donc, pour la communication auprès des prescripteurs et des médecins généralistes, des diabétologues, des prescripteurs indirects.
plus le côté juridique. La plateforme, je dirais, c'est entre guillemets fait. Par contre, il va y avoir d'autres développements donc, qui seront à faire. Mais en tout cas, cette rentabilité, elle est juste sur la rétinopathie diabétique. Donc, si vous regardez ça, effectivement, le plus gros des dépenses, c'est pour développement du réseau, cadre réglementaire et juridique. Une fois que c'est lancé, en fait, il n'y aura pas d'augmentation des charges. C'est quelque chose qui va tourner. Et donc, du coup, les charges se stabilisent. Et par contre, le chiffre d'affaires augmentant, la rentabilité arrive à un certain niveau. Alors, effectivement, ces points-là, je les ai soulevés. Notamment aujourd'hui, on a la chance d'avoir aussi au capital, on a des ophtalmos déjà. On a des gens dans le domaine, beaucoup de gens dans le domaine médical, mais on a également des gens du côté financier. Et donc, c'est des chiffres qui ont été d'ailleurs challengés avec eux et où ils nous ont confirmé qu'effectivement, sur ce type d'activité, il y avait des rentabilités qui pouvaient être assez élevées au bout de 4-5 ans. Donc après, on a la question de Yann. Pourriez-vous nous donner une idée de votre prévisionnel financier 2018, 2019, 2020? Oui, alors effectivement, tous ces chiffres sont communiqués en fait sur le dossier financier. Je pense que ça serait compliqué de répondre sans support, de rentrer dans les détails du dossier financier. En fait, là, sur la présentation PowerPoint, je vous ai donné les grands chiffres, une vision à 2022. Vous pouvez avoir tout le détail descriptif en fait dans le dossier WICID à partir du moment où vous êtes un investisseur qualifié. Donc, n'hésitez surtout pas à aller voir sur ces dossiers-là pour avoir tous les renseignements. Après, la question suivante, quel est le coût d'un dépistage pour le patient? Est-ce remboursé avec votre système? Donc, le coût d'un dépistage aujourd'hui, il est nul pour le patient à partir du moment où il a bien une ordonnance de la part de son médecin traitant. Ça lui permet de rentrer dans le parcours de dépistage par télémédecine qui est entièrement pris en charge, incluant à la fois la cotation de l'acte de l'ophtalmo et celle de l'orthoptiste. Donc, de façon concrète, avec ce système, le patient est complètement pris en charge à partir du moment où il a moins de 70 ans et où il n'a pas de rétinopathie diabétique déjà connue. Voilà, ce sont les seuls éléments de contrainte imposés par la HAS. Donc la question suivante, c'est Bernard qui nous demande: est-ce que vous travaillez avec des orthoptistes de La Réunion, un département français où une grande partie de la population est diabétique? C'est tout à fait vrai. La Réunion est malheureusement extrêmement touchée par le diabète. Alors, il est vrai qu'aujourd'hui, on a centré donc sur le continent, en France, pour des raisons aussi de facilité. On est beaucoup dans le contact quand même humain. On est allé rencontrer certains orthoptistes. On peut organiser des réunions avec certains d'entre eux. Donc, on a préféré au départ, en fait, se focaliser dans une région, enfin en tout cas sur le continent où c'est plus facile de se déplacer et à moindre coût, il ne faut pas se le cacher, même si La Réunion est vraiment un bel endroit et qu'on a hâte d'y aller. Mais en tout cas, effectivement, on sait qu'il y a une grosse attente dans ce niveau-là. Moi, j'avais rencontré à l'occasion d'un congrès, effectivement, des gens de la Réunion et on est en lien avec eux. Mais pour l'instant, on démarre avec le continent sur au moins jusqu'en septembre-octobre 2018. Donc après, Yann nous pose la question sur combien d'ophtalmologistes va reposer la lecture. Oui, alors ça, on a déjà un petit peu répondu, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a 2 ophtalmologistes lecteurs. En fait, si on regarde le déploiement de la société et la façon dont on réalise notre chiffre d'affaires, ce qu'on a essayé de valider, c'est pas ce qu'on a essayé, ce qu'on a validé, si vous voulez, ce sont tous les pourcentages pour voir une certaine cohérence. C'est-à-dire quand je vous dis qu'en 2022, 18% des patients diabétiques pourront passer Paris Ophtalmo, d'accord, ça fait au maximum entre 6 et 8% des orthoptistes et des ophtalmos qui peuvent devenir lecteurs ou faire des fonds d'œil. Voilà, donc c'est des ratios qui nous paraissent cohérents, qui sont même pour certains diront que c'est pas assez ambitieux. En tout cas, nous, ça nous paraît cohérent, ça peut être déployé. Donc voilà, sur le nombre d'ophtalmologistes lecteurs, je ne peux pas exactement vous dire en 2022 ou en quelle année on aura combien d'ophtalmos, mais en tout cas, ce que je sais, c'est qu'en 2022, on ne dépasse pas 6 à 7%. Encore une fois, sur la rétinopathie diabétique, sachant que ces chiffres sont à prendre avec précaution parce que, par exemple, un ophtalmo, dans nos hypothèses, si vous voulez, on a décrété qu'un ophtalmo n'allait pas travailler plus de 2 heures en télémédecine par semaine. Aujourd'hui, on voit un petit peu ce qui se fait en téléradiologie, puisque c'est vraiment un secteur où ils ont déjà démarré depuis presque maintenant 10 ans. Les radiologues ne font pas que de la télémédecine, loin de là. Ils vont faire 1 journée, 2 journées par semaine de télémédecine par mois.
La question suivante, y a-t-il un risque de compérage entre professionnels de santé? Alors, ouais, non, on est très vigilant à ce sujet, notamment avec la personne chez nous qui est en charge du réglementaire. Et on fait vraiment en sorte d'éviter ce genre de situation. Alors, il est vrai que la télémédecine au sens large, telle qu'on la prévoit, permet à un professionnel de santé anonyme, entre guillemets, de réaliser une lecture, enfin anonyme pour l'orthoptiste par exemple, de réaliser la lecture. Donc le problème ne se pose pas, mais on est en train de travailler aujourd'hui sur le déploiement d'une nouvelle modalité qui permettrait à des professionnels de travailler contractuellement ensemble. Donc on n'est pas du tout dans du compérage, mais bien une organisation du travail qui est réglementée, qui suit les règles de la HAS, de style coopération. Donc la question suivante, il y a actuellement en vote la société Innov Santé qui propose un dossier médical en ligne accessible aux patients et aux médecins. Est-il envisageable que vous travailliez ensemble pour la transmission de vos données? Alors effectivement, hein, c'est tout à fait pertinent. Vous savez que malheureusement le dossier médical partagé n'a jamais réussi, malgré des millions d'euros qui ont été investis, à être mis en place, hein, ou très très peu en tout cas. Donc je sais qu'effectivement il y a des sociétés privées qui sont là-dessus. L'idée c'est effectivement de faciliter en tout cas au maximum la vie notamment des médecins généralistes, puisque c'est eux qui sont en première ligne pour avoir accès à différentes plateformes et donc ils vont devoir s'adapter potentiellement à différentes plateformes, ce qui est pas imaginable. Le médecin généraliste n'a pas le temps de faire tout ça. Donc bien évidemment, on est en train de… C'est des points qu'on a déjà évoqués avec certaines structures, hein, que ce soit effectivement sur un dossier médical partagé ou sur d'autres spécialités. Et ce sont des choses sur lesquelles on est en veille et on pourra construire éventuellement certaines offres avec des sociétés. Donc on a la question d'André ensuite. Quelles sont les hypothèses sous-jacentes pour les 3 millions d'euros de chiffre d'affaires, nombre d'actes, nombre d'orthoptistes adhérents? Ouais, alors là, je suis désolée, effectivement, j'ai pas assez la mémoire des chiffres pour pouvoir vous dire exactement le nombre d'actes et le nombre d'orthoptistes adhérents. La seule chose que je peux vous dire, c'est effectivement en pourcentage, c'est-à-dire 18% de patients diabétiques qui peuvent passer par notre solution et moins je crois que c'est 7 ou 8% des orthoptistes qui peuvent travailler pour iOphtalmo en 2022. Alors pareil, hein, toujours avec beaucoup de précautions, sachant que les orthoptistes, dans nos hypothèses, par exemple, on a mis qu'ils n'allaient pas ouvrir plus d'une journée par semaine de temps pour du dépistage de rétinopathie diabétique. Donc après, je serais ravie de répondre plus en détail. Surtout, vous pouvez avoir accès à toutes ces informations sur le dossier financier, donc n'hésitez pas. En tout cas, je pense que ce qui est intéressant, c'est de voir les grandes lignes et de voir que la construction du chiffre d'affaires a été faite d'une façon cohérente et relativement précautionneuse. Donc après, on a une question de Jean-Luc. Quel est votre système de rémunération? Donc le système de rémunération, c'est vraiment ce que je vous ai présenté dans une slide où je vous montrais effectivement ce que j'ai appelé le business model. Donc deux points principaux. Un premier qui est plus petit, qui est moindre en termes de rentrée d'argent, de chiffre d'affaires, c'est l'abonnement mensuel qui permet en tout cas d'avoir une sorte d'engagement des orthoptistes dans le long terme pour travailler à nos côtés et qui nous permet aussi d'assurer bien sûr la maintenance et la hotline de la plateforme, hein, puisque tout ça quand même a un coût mensuel comme toute plateforme. Et puis ensuite, c'est surtout un système gagnant-gagnant. Donc c'est vraiment là où les utilisateurs, c'est-à-dire les orthoptistes et les ophtalmos, qui sont en fait nos clients, se font payer directement, encore une fois, dans le cadre de la rétinopathie diabétique, directement par la sécurité sociale. Et chaque fin de mois, en fonction du nombre d'actes qu'ils ont réalisés, on va leur envoyer une facture en prenant 30% pour chaque acte réalisé. Et donc ensuite, on a la question suivante. Est-ce que des patients étrangers peuvent bénéficier du service? Alors, il faut savoir qu'aujourd'hui, en fait, les patients étrangers qui ont une carte de sécurité sociale, oui. S'ils n'ont pas de carte de sécurité sociale ou équivalent, ils pourraient bénéficier du service, mais en payant directement. Le remboursement de la sécurité sociale est automatiquement lié à un numéro de sécurité sociale. La question suivante, quid de la télémédecine? Est-ce le plus gros risque pour iOphtalmo? Alors là, oui, je suis pas sûre de bien comprendre. En tout cas, ce qu'il faut voir, c'est que la télémédecine, ça regroupe un certain nombre
de termes, hein, dont la téléexpertise. eOphtalmo est une plateforme de téléexpertise. La téléexpertise fait partie de ce qu'on appelle la télémédecine. Voilà. Donc, j'espère avoir répondu à votre question. Le plus gros risque, en fait, j'ai du mal à voir ce risque-là de la télémédecine pour eOphtalmo. Donc, je vous invite soit à nous reposer la question, ou alors à nous l'envoyer par écrit. Et effectivement, on n'hésitera pas à y répondre de façon plus explicite. Je suis désolée si effectivement on a du mal à vous comprendre dans la lecture de ce message. Peut-être pour compléter, en tout cas, si vous voulez évoquer des enjeux, un enjeu pour nous, c'est de vraiment développer ce réseau entre professionnels, parce que c'est vraiment le parcours de soins coordonné entre ces différents professionnels qui aujourd'hui représente l'enjeu clé et sur lequel on concentre pas mal de nos efforts. Oui, effectivement, je pense que Anne-Sophie a certainement vu la question de cette façon-là, c'est bien. En tout cas, c'est un bon point. Et donc, dernière question, il me semble, quel est le futur d'eOphtalmo, d'autres applications? Alors voilà, c'est une question effectivement auquel j'ai répondu sur les dernières diapositives. Donc, en termes de prochain développement. Donc, en fait, en termes de prochain développement, alors, prochain développement du chiffre d'affaires, c'est effectivement l'élargissement de notre plateforme de rétinopathie diabétique. Aujourd'hui, on est en France, sur le continent, il y a effectivement la Réunion. On peut l'élargir à des pays francophones adjacents. Et puis, en parallèle, donc, surtout de proposer les nouveaux développements, donc renouvellement de lunettes, dépistage de la DMLA et suivi du glaucome. Donc, renouvellement de lunettes, c'est vraiment quelque chose qui va être mis en place dès la fin de l'année 2018. Et sur les 2 prochains, on est encore en cours d'études et de mise en place, notamment avec les membres du conseil scientifique. Alors, on a de nouvelles questions qui sont arrivées. La suivante, c'est puisque les ophtalmologistes vont consacrer une partie de leurs heures de travail sur la plateforme eOphtalmo, les rendez-vous physiques seront-ils donc encore davantage repoussés à leur cabinet alors qu'ils ne sont déjà pas en mesure de fournir des rendez-vous rapides? Donc oui, je peux répondre là-dessus. En fait, ce qu'il faut voir, c'est que les ophtalmos, l'intérêt de la télémédecine, d'une façon générale, c'est exactement la même chose, par exemple, pour les radiologues, c'est de se consacrer à du temps, ce qu'on appelle médical, c'est-à-dire vraiment là où la valeur d'un médecin, la plus forte valeur ajoutée d'un médecin, c'est dans tout ce qui est, une fois que le dépistage est fait, de pouvoir conseiller le patient, de pouvoir faire des examens plus approfondis, voire pour l'ophtalmo d'aller jusqu'en chirurgie. Donc, en fait, en déchargeant l'ophtalmo par un acte qui devient de plus en plus rapide, aujourd'hui, il va passer moins de 2 minutes pour poser son dépistage, pour poser son diagnostic, puisque tout le reste aura été fait par les orthoptistes, il va pouvoir se reconsacrer sur le temps médical. Donc, du coup, au contraire, il va libérer du temps avec une forte valeur ajoutée, il va libérer du temps soit pour les patients qui auront été dépistés, soit pour prendre de nouveaux patients. La question suivante, donc bonjour, je suis ophtalmologue, je viens d'arriver à la conférence, alors bienvenue. Quelles sont les informations envoyées par votre système? Donc je pense que c'est les informations médicales, j'entends. Ouais. Tu veux répondre? Non. Alors, quelles sont les informations envoyées par votre système? Si on parle d'informations médicales, effectivement, l'orthoptiste, si on est sûr de bien comprendre, l'orthoptiste va donc déposer, on a suivi toutes les recommandations de l'HAS, donc il va remplir un dossier médical pour le patient. Si ce n'est pas fait par le médecin généraliste, parce qu'effectivement, on a moins abordé ce point, mais le médecin généraliste peut avoir un accès, s'il le souhaite, à notre plateforme, à la fois, bien sûr, pour recevoir le compte-rendu, sinon il le reçoit de manière sécurisée d'ailleurs par email, comme vous recevez vos données bancaires ou des résultats d'un laboratoire de biologie. Mais le médecin généraliste peut également lui-même remplir le dossier patient. Il y en a qui le souhaitent aujourd'hui. Sinon, l'orthoptiste le fait. Donc avec l'ordonnance du médecin généraliste et les données que vont lui communiquer le patient, plus il va faire donc 2 photos en fait pour chaque œil, qu'il va déposer sur la plateforme. Ces données sont envoyées et l'ophtalmo, à partir de là, va cocher un certain nombre de cases. Ce sont des sortes de compte rendu pré-remplis, mais avec effectivement des champs vides pour qu'ils puissent mettre certaines remarques s'il y a des choses qui sont à écrire, qui sont spécifiques, etc. Donc en gros, juste pour terminer, il y a 3 types de compte rendus qui sont émis, vu que ça fait partie des données médicales qui sont transmises. Ce compte rendu, il y a 3 types de compte rendus en gros qui sont émis, soit effectivement le patient est dépisté
avec un risque de rétinopathie diabétique, soit le patient n'a rien, ou il a quelque chose, il a un risque de rétinopathie diabétique, ou il a pas de rétinopathie diabétique, mais il a une suspicion de glaucome, un risque de suspicion de tumeur, un névus, quelque chose, et il faut à ce moment qu'il aille voir un ophtalmo. Et là, pareil, on a suivi les recommandations des ophtalmos pour qu'il aille voir justement un ophtalmo en urgence. Et ensuite, le dernier type de compte-rendu, c'est un compte-rendu avec le fait qu'on l'envoie chez un ophtalmo pour des raisons techniques, donc mauvaise qualité des photos floues ou autre chose, qui ne permet pas à l'ophtalmo en toute confiance de poser son diagnostic. La dernière question que nous avons, pourquoi se limiter à l'ophtalmologie? Alors, pourquoi se limiter à l'ophtalmologie? Je vous l'ai dit, donc effectivement, en télémédecine, aujourd'hui, ça a été beaucoup développé en radiologie. Donc aujourd'hui, il y a des plateformes de radiologie qui sont existantes, qui tournent bien. Ces plateformes, ce qu'il faut voir, c'est qu'à chaque fois, hein, ce n'est pas seulement l'outil technique en lui-même, c'est surtout tout le réseau. Donc effectivement, en radiologie, ils ont des énormes réseaux. Il y a d'autres plateformes qui sont en train de se mettre en place. Et donc finalement, ce sont vraiment des spécialités, comme dans le domaine médical, différentes. Par contre, on peut penser également à se rapprocher de ce type de société où ça fait parfaitement sens parce qu'il y a des choses qui sont communes et de toute façon, si vous voulez, dans l'idée de la question de tout à l'heure où effectivement on pourrait avoir un dossier médical partagé, des données, enfin de faciliter les utilisateurs dans leur travail, notamment les médecins généralistes, pour qu'ils aient effectivement des dossiers patients complets, qu'ils n'aient pas accès à différentes plateformes, etc. Donc ça peut être des rapprochements possibles, en tout cas pour nous, c'est clairement pas un développement tel quel. C'est des choses qui sont déjà faites, très bien faites, et donc à ce moment, ça va être un rapprochement avec notre société. Il semblerait qu'on arrive à la fin des questions. Je te laisse peut-être. Écoutez, j'espère qu'on a répondu en tout cas à toutes vos questions. On s'excuse avec Anne-Sophie s'il y a des questions qui ont été mal interprétées en tout cas dans la lecture. Alors je vois qu'il y en a une dernière qui arrive. Quelles ont été les étapes réglementaires, juridiques dans les grandes lignes? Car vous avez souligné qu'il s'agit d'un poste important de dépense. Je pense que c'est intéressant de prendre cette dernière question puisqu'après on va être obligé de clôturer. Donc je vais juste répondre à cette question pour terminer. Les étapes réglementaires et juridiques. Donc on a travaillé avec actuellement un cabinet juridique depuis 2016 qui connaît parfaitement le domaine médical et la santé publique et donc qui nous a permis d'étudier le cadre juridique dans lequel les utilisateurs notamment peuvent travailler en toute confiance, notamment dans le domaine de la télémédecine. De la même manière, on travaille avec quelqu'un qui est responsable qualité réglementaire sur les aspects réglementaires, les développements de la télémédecine. Donc, bon, vous avez pu entendre les RGPD, mais il n'y a pas que ça. Hein, il y avait beaucoup de choses qui étaient à mettre en place. Et donc, pour nous, c'est un poste important puisque ça permet de garantir, bien entendu, la sécurité du patient, mais également celle des utilisateurs. Et dans des domaines qui sont en pleine mouvance de cette façon-là, il faut absolument pouvoir valider tout ça. Voilà, mais écoutez, je vous remercie. On peut peut-être, apparemment, il y a encore une toute dernière question qu'on prendra, mais vraiment pour les 2 dernières minutes. Ouais. La réfraction est-elle envoyée aussi? On sent un intérêt ophtalmo derrière la question. Oui, tout à fait. Alors ça fait partie effectivement des développements qu'on pourra mettre en place. C'est difficile pour nous effectivement de vous révéler absolument tout puisque les études juridiques ont été faites, si vous voulez. On attend encore le positionnement, notamment des instances de la sécurité sociale, etc., pour vraiment annoncer le business model qu'on va mettre en place. Et puis surtout, on valide avec les ophtalmos la façon dont ils veulent avancer avec des contrôles réguliers chez des ophtalmos, en parallèle des contrôles qui seront faits via notre plateforme de télémédecine avec les orthoptistes. Voilà, donc n'hésitez pas à revenir dans quelques mois, ça sera en tout cas beaucoup plus précis dans nos réponses. Voilà, bah écoutez, cette fois-ci, je pense qu'on arrive à la fin de la dernière question. N'hésitez surtout pas, on est encore en ligne au moins pour quelques semaines. Donc, n'hésitez pas à venir nous poser des questions directement sur la plateforme. N'hésitez pas à regarder sur WICID, on poste, ça c'est vraiment Anne-Sophie qui s'en occupe régulièrement des nouvelles de nos avancées et de nos avancées dans tous les domaines. On a aussi des petits fascicules d'information, que ce soit sur l'intelligence artificielle qui vont arriver, sur des développements, la télémédecine d'une manière générale. On a un petit peu des petits points un peu plus pédagogiques sur notre métier. En tout cas, on a été ravis de passer ce moment avec vous. Merci beaucoup et bonne soirée. Bonne soirée, au revoir.